Merci. Bon, alors, je m'appelle Hugo Loriente et je suis interne en médecine, actuellement en stade docteur junior. J'ai effectué mon dernier stage de docteur junior avant de prendre un poste de chef de clinique à la Pitié-Salpêtrière dans le service de médecine du sommeil du professeur Arnulf. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de thèse qui a été dirigé par le docteur Jean-Baptiste Marancy, qui est lui-même médecin et chercheur dans le service du professeur Arnulf à la Pitié-Salpêtrière. Et ce travail s'appelle Étude des corrélats des cauchemars en polysomnographie. Alors, donc, en- pour commencer, je vais vous montrer un rapide extrait, un très court extrait d'un grand classique du cinéma américain, que vous allez peut-être reconnaître. Voilà, alors vous aurez peut-être reconnu le film Vertigo d'Hitchcock qui nous présente ici l'éveil typique d'un cauchemar tel qu'on se l'imagine, c'est-à-dire qu'on voit le personnage de Scotty qui se réveille brutalement, il a les yeux grands ouverts, on imagine qu'il a le souffle coupé ou au moins la respiration très accélérée et le cœur qui bat la chamade également. Alors ça, c'est un éveil de cauchemar typique tel qu'on se le représente, mais dans ce travail, on va voir si ça correspond vraiment à ça dans la réalité, les cauchemars. Alors, tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'un cauchemar. Un cauchemar, ça semble bon, très évident pour tout le monde, mais il y a quand même une définition dans le DSM et dans l'ICSD-3, qui est la classification internationale des troubles du sommeil. C'est un rêve très désagréable qui provoque généralement un éveil et une détresse prolongée. Et lorsque les cauchemars se répètent au point de retentir fonctionnellement sur les nuits et les journées du dormeur, on peut parler de la maladie des cauchemars, qui est une entité qui existe aussi dans le DSM et dans le l'ICSD-3. Juste, vous voyez bien mon diapo, là, parce que de mon côté, ça coupe un peu. C'est bon? Oui, on voit bien. Ouais, Ok, on est ok. sur la diapo des cauchemars en psychiatrie. Ok, ça marche très bien. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée de la prévalence de la maladie des cauchemars, ce serait 4% de la population qui ferait plus d'un cauchemar par semaine sur une étude à large population. Et alors, les cauchemars en psychiatrie, ils sont surreprésentés chez nos patients, avec notamment une présence de 66,7% de cauchemars fréquents dans les épisodes de stress post-traumatique, 37% dans les troubles de l'humeur, 31% dans les troubles de personnalité, etc. Alors non seulement les cauchemars, ils sont surreprésentés, mais ils sont aussi prédicteurs de passage à l'acte suicidaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler le professeur Geoffroy de son travail où il a montré qu'il y avait un lien entre des cauchemars et les passages à l'acte suicidaire avec une modification du contenu des rêves avant un passage à l'acte suicidaire. Mais alors, tout ça, comment l'expliquer? Quels sont les mécanismes des cauchemars? On a vu tout à l'heure avec Hitchcock l'éveil est un cauchemar typique, mais en fait, la question c'est aussi à quoi ressemble un cauchemar pendant le sommeil? Parce que là, on voit chez ces dormeurs de Van Gogh qui ont l'air très paisibles, enfin, ils ont l'air très paisibles à l'extérieur, mais est-ce que, en fait, ils ne seraient pas aussi en train de faire un cauchemar? Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser la polysomnographie, qui est l'examen de référence du sommeil, donc on abrège aussi la PSG. La PSG, ça consiste en l'étude de plusieurs voies. On voit ici qu'on a l'EEG. Alors l'EEG un peu simplifié avec seulement trois capteurs EEG. On a l'EOG, c'est l'électro-oculogramme qui va capter les mouvements oculaires avec des électrodes placées de chaque côté des yeux. Et on a également l'EMG qui est l'électromyogramme, une électrode placée sur le menton qui est le reflet des mouvements corporels pendant la nuit. Ça permet de donner ce qu'on appelle le tonus musculaire de base. Il y a aussi des capteurs respiratoires avec un capteur de flux nasal. Il y a un ECG. Les sangles thoraciques et abdominales permettent d'enregistrer les mouvements thoraco-abdominaux pour déterminer si le patient fait des apnées notamment. On a également un saturomètre et des EMG jambiers, mais ça ne va pas nous concerner ça aujourd'hui. Alors la PSG, c'est ce qui nous permet de dresser un hypnogramme. Donc un hypnogramme, vous en avez un exemple ici, un hypnogramme de quelqu'un qui va bien, qui dort bien. Donc ça permet de voir qu'il y a plusieurs stades de sommeil, du sommeil lent qu'on divise en trois grands stades. Le stade N1, le stade N2 et le stade N3. Le N3, c'est le sommeil profond et le N1, N2, c'est deux stades de sommeil lent léger. Et le sommeil paradoxal, que on connaît tous un petit peu, enfin moins de nom, qui est représenté ici sur cet hypnogramme en vert et qui a été découvert par Michel Jouvet en 1959, qui est un chercheur français, lyonnais. Alors, le sommeil paradoxal, peut-être que vous avez cette idée que c'est le stade du rêve. C'est ce que pensent beaucoup de gens.
Et en fait, effectivement, cette croyance, elle vient du fait que quand on a découvert le sommeil paradoxal, on s'est amusé à réveiller les gens dans différents stades de sommeil, et on les interrogeait sur le contenu de leurs rêves. Et en fait, quand on faisait les récits, enfin, quand on obtenait les récits de rêve du sommeil paradoxal, on avait, les gens, ils se souvenaient beaucoup plus de leurs rêves. On voit 90% de rappels de rêves au réveil. Ils avaient des rêves qui étaient plus longs, des émotions intenses, souvent des émotions négatives, des contenus assez extraordinaires au niveau des décors et beaucoup d'interactions sociales, des éléments bizarres aussi. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait, on voit aussi qu'il y a des rêves qu'on obtient à partir des autres stades. Alors, c'est des rêves qui sont un peu plus simples, qui sont plus courts, plus neutres, on s'en rappelle un peu moins. Mais en fait, il apparaît qu'on rêve bien dans tous les stades. Alors, quand on voit quand même les caractéristiques des rêves obtenus à l'issue du sommeil paradoxal ou du sommeil là, on a quand même un peu l'impression que les cauchemars pourraient venir du sommeil paradoxal. Mais on va voir si c'est vrai ou pas. Alors, pour pouvoir étudier ça, enfin, dans notre étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi une approche trait du sommeil, c'est-à-dire qu'on va étudier l'ensemble du sommeil du dormeur, l'intégralité de la nuit, et pas forcément une zone particulière où on se dit, ben là, on sait qu'il y a un cauchemar, parce que bon, quand on fait une étude rétrospective, on n'a pas toujours cette information. Mais là, on va s'intéresser au sommeil en général des dormeurs qui sont atteints de cauchemars fréquents. Donc ça, c'est l'approche TRAIR, on voit une petite illustration, et ça s'oppose à l'approche état, où là, par exemple, on saurait qu'il y a un cauchemar à un endroit précis, donc ici représenté par un petit nuage, et où on viendrait s'intéresser à une période très très précise du sommeil du dormeur. Alors les cauchemars, dans la littérature, qui sont les gens qui sont étudiés dans la littérature qui présentent des cauchemars? Eh ben, en fait, principalement deux types de grands cauchemars. Les cauchemars idiopathiques, donc c'est-à-dire des cauchemars sans cause retrouvée, et des cauchemars post-traumatiques, donc qui sont associés en général à un PTSD, enfin un ESPT en français. Et ça, c'est vraiment, enfin, la littérature, elle fait une dichotomie dans les études de physiologie du cauchemar entre ces deux grands groupes de cauchemars. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait un peu supposer que les cauchemars survenaient plutôt dans le stade sommeil paradoxal. Alors, que dit la littérature à ce sujet? Eh bien, en fait, quand on étudie les cauchemars idiopathiques, effectivement, les études qui étudient le sommeil au niveau état, elles montrent que les cauchemars sortent souvent du sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des dormeurs qui sont enregistrés en continu, et puis lorsqu'ils se réveillent, et ben, s'ils disent là j'étais en train de faire un cauchemar, on va regarder dans quel stade ils se trouvaient juste avant. Et donc, dans toutes les études sur les cauchemars idiopathiques, les cauchemars sortaient effectivement de sommeil paradoxal. Mais une connaissance un peu plus récente, c'est que pour les études enfin, qui sont un peu plus récentes, qui s'intéressent aux cauchemars post-traumatiques, donc que j'ai abrégé ici CPT, et bien on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des cauchemars qui sortaient du sommeil lent, et ils avaient exactement le même genre de caractéristiques. C'est-à-dire que c'était des rêves qui étaient un peu longs, détaillés, avec des émotions très fortes. Et ça existe aussi à partir du sommeil lent, du sommeil lent léger, ou même du sommeil lent profond. Euh, et alors, on voit ici que là, dans ces études état, on a quand même besoin que le cauchemar il réveille le dormeur pour qu'on puisse dire à quel moment il a fait son cauchemar. Mais est-ce que un cauchemar ça réveille tout le temps? Eh bien, c'est pas hyper simple parce qu'en fait, dans l'ICSD, qui est la classification des troubles du sommeil enfin, qu'utilisent les somnologues depuis 1990, qui a été mise à jour, mais en fait, dans toutes les versions de l'ICSD, le cauchemar il est décrit comme un rêve généralement éveillant. Dans le DSM-4 de 94, c'est défini comme des rêves effrayants provoquant des éveils. Donc là, c'est assez clair que ces cauchemars, ils éveillent les dormeurs. Et dans le DSM-5, ben, le DSM-5, il adopte une formule un peu ambiguë en disant à l'éveil, les cauchemars provoquent tel nombre de symptômes. Mais ça ne dit pas précisément si ça réveille ou pas le dormeur. Donc ça, c'est assez compliqué du coup quand on lit la littérature, parce qu'il faut bien voir en fait, est-ce qu'on prend la définition du DSM-4, du DSM-5, de l'ICSD, et du coup, est-ce qu'on parle bien du même phénomène quand on lit des articles? Bah, il faut faire vraiment attention. Alors dans notre étude, nous on a décidé d'inclure des cauchemars éveillants et des cauchemars non éveillants, parce que ben, avec une étude rétrospective, on n'avait pas besoin forcément d'aller regarder
quel moment les dormeurs se réveillaient. Et puis, en fait, on s'est aussi rendu compte que cliniquement, des cauchemars non éveillants, ça pouvait avoir un impact fonctionnel très important, autant important que les cauchemars éveillants. Et on s'intéressait quand même à des cauchemars de la population réelle. Alors, la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est à quoi ressemble un cauchemar pendant le sommeil? C'est pour ça, on va s'intéresser à trois axes. Premier axe, est-ce que les cauchemars provoquent des éveils? Alors, ça paraît évident comme ça, mais on a vu que dans les définitions, ça n'était pas tant que ça. Et en fait, il y a eu des études aussi qui ont comparé le sommeil de sujets sains au sommeil de sujets cauchemars, et ils ont vu qu'en termes de fragmentation du sommeil, eh bien, il y avait des effets qui étaient plutôt faibles ou nuls par rapport au sujet sain des cauchemars. Ça semble un peu étonnant. Et plus étonnant encore, il n'y avait pas d'effet spécifique du sommeil paradoxal, sur le sommeil paradoxal, alors qu'on avait un peu l'impression que tous les cauchemars venaient du sommeil paradoxal. Au niveau du cœur, les cauchemars accélèrent-ils la fréquence cardiaque comme on pourrait le supposer un peu quand on se rappelle de la vidéo de Scotty dans Hitchcock? Eh bien, là encore, en fait, on a peu d'études, 6 études seulement, dont 3 qui sont des études près, et elles montrent que les effets sur la fréquence cardiaque pendant le sommeil sont faibles, moins de 6 battements par minute, alors que les rêves sont vécus très intenses, on s'attendrait à des grandes accélérations cardiaques, ou pas d'effet du tout. Et sur la fréquence respiratoire, donc là c'est une nouveauté dans notre étude, on peut imaginer aussi que la fréquence respiratoire s'accélère pendant les cauchemars. Et bien là, on a une seule étude qui s'intéressait à cette question. C'était une étude ETA, donc qui récoltait des cauchemars pendant l'étude vraiment précisément. Et elle a montré qu'il y avait un effet faible de plus 1,4 cycles par minute et seulement en REM. Donc le REM, c'est le sommeil paradoxal. Donc c'est un peu étonnant parce que c'est pas du tout ce qu'on aurait pensé. Donc comment on peut expliquer ces données contre-intuitives? Eh ben, c'est ce que va tenter d'examiner notre étude. Donc notre but, ça va être de décrire une large population hospitalière qui se plaint de cauchemars. Et on va étudier leur fragmentation du sommeil. On va chercher les effets des cauchemars sur la fréquence cardiaque au cours du sommeil et sur la fréquence respiratoire. Pour cela, on a une population une population d'études qui sont des patients qui ont été inclus entre 2016 et 2023 dans le service de la Pitié-Salpêtrière. On a éliminé, bien sûr, les données manquantes, on a éliminé certains diagnostics différentiels, des troubles qui ressemblent à des cauchemars et qui n'en sont pas. Je pourrais peut-être un peu détailler ça dans les questions plus tard. Et là-dessus, on a inclus notre population. On a analysé pour étudier la macro-architecture du sommeil, les éveils et les micro-éveils. Donc ça, c'est pour répondre à la question sur la fragmentation du sommeil. On a étudié la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Dans cette population d'études, on a recueilli en paramètres cliniques la fréquence des cauchemars des patients, donc sur des auto-questionnaires, hein, et ces patients se plaignaient donc de 1 à 35 cauchemars par semaine, ce qui nous donne une forte variabilité, avec une moyenne à 10,5 cauchemars par semaine. Donc c'est globalement des patients qui sont quand même assez sévères, avec plus d'un cauchemar par nuit. Cette fréquence des cauchemars, qu'on avait une forte variabilité, eh bien, on a décidé d'étudier s'il y avait une corrélation donc entre la fréquence des cauchemars et les paramètres paracliniques qu'on a récoltés. Toutes les polysomnographies ont été lues et relues. On a fait double lecture par un seul investigateur, ce qui permettait d'avoir une validité interne et une reproductibilité interne des mesures enfin, la meilleure possible. Et ensuite, on a commencé donc notre inclusion de patients qu'on a voulu mettre dans des groupes, un peu comme toutes les études entre les cauchemars idiopathiques et les cauchemars post-traumatiques. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que certains patients, parmi tous ceux qu'on avait identifiés, ne rentraient pas dans ces deux cases-là. Je vous donne quelques exemples. Donc, je suis de nature anxieuse, je fais des cauchemars depuis que j'ai un nouveau patron avec qui je ne m'entends pas. Donc, ça rentre ni dans un cauchemar idiopathique, parce qu'on sait très bien quelle est la cause, mais c'est pas non plus un cauchemar post-traumatique parce qu'on n'a pas de PTSD forcément associé. Ça a commencé avec la dépression il y a 2 ans, c'est jamais parti alors que je vais mieux sur le plan de la dépression. Pareil, ça rentre dans aucune des deux cases. Depuis ma crise cardiaque en 2015, alors sans PTSD bien sûr, mais voilà, un événement un peu traumatisant d'un point de vue somatique et qui ne rentre pas dans ces cases. Et enfin, depuis que je prends ce traitement pour le VIH, donc quelque chose d'un peu iatrogène. Ce qui nous a amené à redéfinir un peu ces catégories et à en proposer des nouvelles.
Alors, nous avons gardé les cauchemars idiopathiques, pour lesquels on n'avait vraiment aucune cause retrouvée. On a gardé aussi les cauchemars post-traumatiques, donc quand ils sont liés à un PTSD vraiment documenté. On a vu qu'il y avait des cauchemars qui pouvaient être liés à la dépression et des cauchemars réactionnels à des événements de vie qui sont pas pour autant à l'origine de PTSD. Donc ça peut être des burn-out, comme on a vu un petit peu plus tôt, ou alors une crise cardiaque. Bon, ouais, c'est variable, mais c'est des événements qui provoquent pas de PTSD. Et enfin, il y avait des cauchemars qui rentraient dans aucune des autres catégories. Cauchemars mixtes qui rentraient dans plusieurs catégories à la fois. Des cauchemars liés à un trouble anxieux ou iatrogène. On n'en avait pas assez pour en faire des groupes entiers, donc on les a mis dans cauchemars autres. Alors, le design de notre étude, c'est on est parti de la fréquence des cauchemars donc comme paramètres cliniques et on les a corrélés à nos paramètres paracliniques. Donc, pour la fragmentation, comme je vous l'ai dit déjà, l'index de micro-éveil et l'index d'éveil. Et là où il y a une originalité dans notre étude, c'est qu'on s'intéressait aux éveils qui duraient plus de 3 minutes. Alors pourquoi étudier ces éveils de plus de 3 minutes? Eh bien en fait, dans la littérature, 3 minutes, c'est le seuil qu'on considère enfin, le seuil limite pour se remémorer un éveil pendant la nuit. C'est-à-dire que si vous vous réveillez un micro-éveil qui dure moins de 30 secondes, il y a vraiment aucune chance que vous vous en souveniez le matin si on vous demande si vous êtes réveillé cette nuit. Mais à partir de 3 minutes, ben, probablement qu'en fait vous allez vous en souvenir. Entre les deux, c'est un peu flou, mais en tout cas, 3 minutes, c'est un seuil qui est communément admis. Donc le seuil de mémorisation des éveils. Ça nous permettait d'obtenir des données sur la fragmentation. Pour le cœur et les poumons, là, on a étudié sur 5 minutes de sommeil stable dans chaque stade choisi aléatoirement, la fréquence cardiaque en utilisant les intervalles RR sur les électrocardiogrammes des patients et la fréquence respiratoire avec les oscillations des courbes de débit. Donc tout ça fait automatiquement avec des algorithmes et vérifié à la main. Alors, pour nos résultats, donc sur nos 248 patients qu'on a pu identifier sur la période donnée, bon, on avait 212 patients éligibles. Et puis, après élimination des diagnostics différentiels, nous avons retenu que 124 patients. Donc, à la fois des diagnostics différentiels, mais aussi des pathologies qui risquaient de perturber nos résultats, comme des pathologies du système nerveux central qui, du coup, étaient susceptibles de modifier nos paramètres électroencéphalographiques et qui pourraient fausser nos résultats. On n'a gardé que 124 patients. Alors, notre population, déjà, à quoi ressemblent nos cauchemars dans notre population? Je vous ai dit qu'il y avait une forte variabilité, avec quand même un pic autour de la moyenne à 10,5 cauchemars par semaine, mais on voit que sinon, c'est des résultats très variables. Excusez-moi. Au niveau des contenus des cauchemars, on pouvait récolter ça. Alors ça sera pour des analyses ultérieures, mais on voit des contenus assez différents. Donc, je suis pris dans une grande inondation, des branches qui serrent étranglent ma mère, des scènes de guerre avec des cadavres démembrés partout, des pendus décharnés. Donc ça peut être très très morbide. Il y a aussi des cauchemars dans lesquels le sujet se trouve être l'agresseur. J'agresse, je tue mes proches que j'aime ou des classiques poursuites par des monstres fantastiques, une araignée géante, j'ai des asticots dans le corps. Donc bon, des contenus quand même assez intenses. Et on a aussi remarqué en étudiant les dossiers médicaux en détail de tous ces patients qu'il y avait des comorbidités très très fréquentes en termes de maladies psychiatriques et de maladies du sommeil dans tous nos groupes de cauchemars. Alors au premier rang desquels on trouvait de la dépression, de l'anxiété, des troubles de personnalité, des addictions et des parasomnies. Alors, dans chaque groupe, on a retrouvé, enfin, donc on a classé tous nos patients dans les groupes qu'on avait définis. On a trouvé 31 patients avec des cauchemars idiopathiques, 11 avec des cauchemars post-traumatiques, 24 cauchemars dépressifs, 27 cauchemars réactionnels à des événements de vie et 31 cauchemars autres. Au niveau des mesures sociodémographiques, entre tous nos groupes, ce qu'on peut retenir comme particularité, c'est que les cauchemars dépressifs avaient l'air de commencer plus tard dans la vie et nos patients, alors c'est un peu une conséquence logique, mais les patients présentant des cauchemars liés à la dépression semblaient être plus âgés. Enfin, ils étaient plus âgés enfin, significativement que ceux des autres groupes. Euh, En termes de mesures polysomnographiques, alors je vais peut-être passer un petit peu sur ces détails-là parce que sinon ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, en gros, on a remarqué que les cauchemars liés à la dépression, les patients avec des cauchemars liés à la dépression, ils avaient une efficacité de sommeil qui était un peu diminuée, c'est-à-dire qu'ils passent
plus de temps au lit sans dormir, enfin en proportion de temps passé au lit, ils passaient moins de temps à dormir que les autres groupes, un peu significativement. Euh, Nos résultats maintenant les plus importants, ça va être les résultats sur la fragmentation du sommeil. Alors ici, voici nos résultats qui sont présentés sous la forme d'une heatmap. Donc pour lire cette heatmap, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on a dans les colonnes, nos colonnes, c'est nos groupes de cauchemars. Donc on a un groupe cauchemar tous pour tous les patients, et puis ensuite les sous-groupes, donc idiopathiques, réactionnels, dépressifs, post-trauma ou autres. Et pour chacun de ces groupes, on a étudié sur le sommeil en général, pour la première ligne, enfin les trois premières lignes, le sommeil dans son ensemble. Et ensuite, pour chaque sous-stade de sommeil, donc N2, N3 et sommeil paradoxal, on a étudié les index de micro-éveil, les index d'éveil et les index d'éveil de plus de 3 minutes. Et c'est là qu'on a pu constater que pour le groupe cauchemar tout venant, on avait un index d'éveil de plus de 3 minutes significativement corrélé à la fréquence des cauchemars. C'est-à-dire que pour tous nos patients, plus ils faisaient des cauchemars, plus ils se réveillaient pendant leur sommeil paradoxal en faisant des éveils de plus de 3 minutes. Et ça, c'était une grande nouveauté. En fait, c'était jamais sorti jusque-là. Donc, une corrélation positive pour les éveils de plus de 3 minutes, spécifiquement en sommeil paradoxal, la population entière. En ce qui concerne le rythme cardiaque et le rythme respiratoire, eh bien pour la fréquence cardiaque, on voit ici que quel que soit le stade de sommeil qu'on étudie et quel que soit le sous-groupe, aucune corrélation significative n'apparaît. Et on a même des résultats bleus, plutôt une corrélation négative, une tendance à la corrélation négative qui pourrait apparaître, mais en tout cas rien de significatif. C'est-à-dire que faire plus de cauchemars ne va pas faire battre le cœur plus vite, a priori. Et par contre, pour la fréquence respiratoire, eh bien là, on a des résultats significatifs. Encore une fois, en sommeil paradoxal, pour le groupe, enfin pour l'ensemble des cauchemars, et plus particulièrement, on avait une significativité plus importante pour les cauchemars réactionnels à des événements de vie. Donc, ce qui signifie que pour la fréquence respiratoire, plus on fait des cauchemars, plus on respire vite pendant notre sommeil paradoxal. Alors, comment interpréter ces résultats? Alors, déjà, notre population, on a constaté que c'était une population qui était vraiment fortement comorbide, avec des cauchemars liés à la dépression et des cauchemars euh, pardon, non, je me mélange un petit peu. Donc, c'est une population fortement comorbide en termes de pathologie psychiatrique et de pathologie du sommeil. Or, dans la littérature, jusque-là, bien souvent, les cauchemars qui étaient étudiés, qu'ils soient classés comme idiopathiques ou post-traumatiques, eh bien, tous les autres antécédents psychiatriques avaient été éliminés pour faire enfin, avoir des résultats un peu plus purs. Mais en fait, on se rend compte que dans la population, c'est très, très, très comorbide, les cauchemars. Donc, est-ce que s'intéresser à des cauchemars qui sont purs, sans aucune comorbidité, c'est représentatif de la population? Bah, peut-être pas. Et les nouvelles catégories qu'on a créées, donc les cauchemars liés à la dépression et les cauchemars liés à des événements de vie, réactionnels à des événements de vie, on a vu que c'était quand même 55% de notre population, hors cauchemars autres, ce qui pose aussi la question de la représentativité des études précédentes, qui n'étudient que les cauchemars idiopathiques et les cauchemars post-traumatiques. Alors, on voit que notre groupe de cauchemars liés à la dépression se distingue un peu par un sommeil de moins bonne qualité et en clinique et en polysomnographie, ils étaient un peu différents des autres cauchemars. Peut-être que c'est un groupe qui pourrait être étudié à l'avenir en faisant bien attention à pas capter les paramètres de la dépression, bien sûr. Euh, il faudra ajuster sur la dépression pour pas tirer des conclusions hâtives, mais on voit en tout cas qu'ils se distinguent des autres types de cauchemars. Sur notre résultat principal, donc on a étudié les éveils qui durent plus de 3 minutes. Ça, c'était une première. Et on a trouvé une corrélation positive entre la fragmentation du sommeil paradoxal et la fréquence des cauchemars. Pour la fréquence cardiaque, on a vu qu'il n'y avait pas de corrélation. Donc là, pour expliquer ce résultat, peut-être qu'il n'y a pas de lien entre la fréquence cardiaque et la fréquence des cauchemars, ou peut-être que notre effet en fait est trop faible, comme dans les autres études, et qu'on n'a pas réussi à le mesurer en étudiant le sommeil dans son ensemble, et que peut-être on verrait quelque chose si on étudiait le sommeil vraiment précisément au moment où les gens font des cauchemars.
Pour la fréquence respiratoire, on a vu qu'il y avait une corrélation positive entre la fréquence des cauchemars et la fréquence respiratoire en sommeil paradoxal. Pour ça, c'est la première étude qui identifie une telle corrélation, et ça suggère que peut-être il y aurait un lien entre le contenu onirique et le rythme respiratoire. Et pour ça, il y avait une étude du service de sommeil de la Pitié-Salpêtrière aussi qui avait trouvé un résultat très très intéressant qui corrobore un petit peu ce sujet sur les rêveurs lucides, où en fait on peut faire. Là, mes cercles passent pas exactement là où il y a les codes, enfin ça entoure pas les bonnes choses, mais je vous explique. On voit que sur les lignes EOG1, EOG2, il y a des petits. Il y a un moment où on voit des perturbations qui correspondent à des codes oculaires, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des rêveurs lucides qui nous font des codes pendant leur sommeil et qui au réveil sont capables de dire quelque chose comme ça. C'était quelqu'un qui faisait un rêve où il était attaqué dans le métro, il y avait une attaque au gaz, et il dit, j'ai retenu ma respiration, j'ai fait un code oculaire, donc la première perturbation qu'on voit sur les deux EOG, là, ensuite j'ai recommencé à respirer, j'ai refait un code oculaire à la fin de l'attaque, et on voit sur le tracé de la polysomnographie que la personne, elle fait une apnée centrale, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de respirer aussi dans la réalité en même temps que son rêve. Donc, ce qui suggère quand même qu'il y a peut-être un passage de l'information de rêve dans le rythme respiratoire. Donc, quelles sont les limites de notre étude? Eh bien, c'est à la fois une limite et une force, mais notre étude, elle portait sur une population comorbide et traitée, ce qui peut induire quand même des biais, des effets sur nos mesures, mais en même temps, elle représente peut-être plus des patients réels que les précédentes études de la littérature. Et nous n'avons pas contrasté nos résultats à nos sujets sains, mais c'était lié au design de notre étude, qui était une étude de corrélation. Par ailleurs, on a aussi un contexte hospitalier, un effet première nuit d'hospitalisation, qui sont des biais communs à toutes les études du sommeil, où en gros, on ne dort pas tout à fait de la même façon quand on est hospitalisé que quand on est chez soi. En conclusion et en perspective, donc on a vu on était la première étude à identifier une corrélation entre la fréquence des cauchemars et les éveils longs de plus de 3 minutes. Ce qui peut nous amener à penser que peut-être les cauchemars provoquent des éveils plus longs et on s'en rappelle davantage. Ou alors, l'hypothèse inverse, est-ce qu'en fait, c'est pas le fait d'avoir un sommeil fragmenté par des éveils de plus de 3 minutes pour des raisons X ou Y, ça peut être des apnées du sommeil, ça pourrait être des mouvements de jambes, plein de raisons. Est-ce que c'est pas ça qui favorise le rappel du cauchemar? C'est-à-dire, si je me réveille au milieu d'un cauchemar, je vais davantage me rappeler que si je m'étais pas réveillé, que ce soit à cause du cauchemar ou pas. Et sur la fréquence respiratoire, donc une corrélation entre ces deux paramètres, peut-être que cette fréquence respiratoire, ça pourrait constituer une fenêtre d'étude du contenu du rêve pendant le sommeil paradoxal et éventuellement intéresser l'étude du sommeil des patients avec des pathologies psychiatriques. On pourra compléter cette étude avec des analyses plus fines, c'est ce qui est prévu pour la suite de mon travail, d'analyser la variabilité cardiaque et respiratoire plutôt que les fréquences brutes, et des analyses de puissance spectrale, EEG, et un paramètre très très intéressant, très à la mode, c'est la densité des mouvements oculaires rapides pendant le sommeil paradoxal, dont on sait que c'est très très lié aux troubles de l'humeur. Donc tout ça, ça pourrait nous permettre de compléter, améliorer la compréhension des mécanismes des cauchemars. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.